À l'automne 2022, moi, Éric Leclerc, j'ai été embauché pour développer un système pour une start-up émergente. L'offre était bonne, elle serait bien rémunérée, et surtout, ce serait l'occasion de consolider mon nom dans le secteur du développement. Mon client m'a demandé de me rendre à Paris, à quelques pas de Marseille, où j'habitais. J'aurais pu choisir un hôtel, mais j'ai décidé d'économiser. J'ai trouvé un Airbnb moderne, bien noté et à un prix incroyablement compétitif. Les photos montraient un appartement petit mais fonctionnel. Il avait besoin de paix et d'isolement pour travailler. C'est ce que promettait l'annonce. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, un immeuble en béton dans le 18e arrondissement, j'ai été impressionné par la façade épurée et moderne. Le quartier n'était pas le meilleur, mais je n'étais pas à Paris pour faire du tourisme. Je suis entré dans le bâtiment en respectant la procédure d'enregistrement automatique. Je suis monté au 3e étage où se trouvait ma chambre. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant un couloir étroit et un salon bien éclairé. Cependant, la chambre, il était différent. Fermé, dense, suffocant, même s'il ne s'agit que d'une petite partie de l'appartement. Les murs étaient d'un béton froid, différent du reste de la maison, et les fenêtres, bien que larges, ne s'ouvraient pas. Ce n'était pas un détail mentionné par l'hôte, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. J'avais juste besoin d'un espace fonctionnel pour les 2 prochaines semaines. Le sentiment d'isolement, en fin de compte, semblait même adéquat. La première nuit a été raisonnablement calme. Après une longue journée de travail, j'ai mis mes écouteurs et je me suis endormi rapidement. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec un bruit doux, comme un battement lointain. Mon esprit, encore obscurci par le sommeil, essayait de trouver une explication, une pipe peut-être. Mais le son était étrange, comme si quelqu'un touchait légèrement le béton du mur avec ses jointures, pas à un rythme régulier, mais comme s'il hésitait, comme s'il testait. La nuit suivante, le même son, battement faible et clairsemé. Je me suis levé, fatigué, et j'ai regardé autour de moi. La pièce restait la même, froide et silencieuse. Les murs épais donnaient un sentiment de claustrophobie qui n'a fait qu'empirer lorsque j'ai réalisé que les fenêtres ne s'ouvraient pas. J'ai regardé par la seule fenêtre, m'attendant à voir la nuit parisienne dehors, mais les rideaux épais et lourds laissaient à peine entrer la lumière des lampadaires. Dans les jours qui ont suivi, les bruits se sont intensifiés. Ce n'était pas juste un coup, c'était des égratignures, comme des clous déchirant la surface du mur. Ma productivité a commencé à baisser, de plus en plus fatigué, avec des cernes profonds sous les yeux et un esprit confus. Quand je me suis assis pour travailler, j'ai senti que quelqu'un me regardait. La sensation était constante, une présence indicible, comme si les coins même de cette pièce cachaient des secrets. La 5e nuit, j'ai décidé d'inspecter la pièce de plus près. J'ai passé mes mains sur les murs de béton, sentant la dureté et le froid. C'est alors que mes doigts ont trouvé quelque chose. Une petite marque, presque imperceptible. En rapprochant mon visage du mur, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'égratignures, petits mais clairement fabriqués par des ongles humains. D'autres étaient là, d'autres ont tenté de s'échapper. J'ai senti la panique prendre le dessus. À chaque seconde, l'air semblait devenir plus lourd, plus épais, et je commençais à entendre la respiration. Pas la mienne, mais une autre. Un souffle rythmé qui venait de quelque part à l'intérieur de ces murs. J'ai couru vers la porte, essayant de sortir de la pièce, mais la poignée était froide, presque comme si elle me repoussait. Quand j'ai tourné la clé, la porte n'a pas bougé, enfermée à l'intérieur. Terrifié, je suis retourné au centre de la pièce, essayant de rester calme. Il était possible qu'il me laissait emporter par la paranoïa, mais en même temps, tout autour de lui semblait se rétrécir. L'espace semblait plus petit, me serrant de tous les côtés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de penser rationnellement. Peut-être y avait-il un problème mécanique avec la porte. Peut-être. C'est alors que j'ai vu quelque chose briller sur le bord de la plainte. Une petite fissure, comme si quelque chose y avait été caché. Je me suis agenouillé et j'ai tiré la plainte. Derrière lui, j'ai trouvé un petit compartiment caché avec un vieux bloc-notes et une clé. Le cahier avait des pages jaunies, et quand je l'ai ouvert, mon cœur s'est arrêté une seconde. Les premières pages étaient des gribouillis désordonnés,
Des phrases vagues comme ⁇ Je ne peux pas respirer ⁇ Les murs me regardent, ils sont dedans. Dans les dernières pages, une écriture frénétique, presque illisible, décrivait quelqu'un retenu prisonnier. J'ai pris la clé, désespéré, et je suis retourné à la porte. Avec une rotation tremblante, j'ai essayé de l'ouvrir, mais rien ne s'est passé. Le bâtiment ressemblait à une prison vivante. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, une claustrophobie que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si le béton aspirait mon air. J'ai couru dans la pièce, j'ai heurté les murs, j'ai cherché des sorties qui n'existaient pas. L'espace s'est refermé autour de moi. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique derrière moi. La pièce s'animait, avec le bruit des battements maintenant constants. La terreur s'est installée complètement, les battements résonnant dans mon esprit, l'air devenant plus rare et les murs semblant bouger. Je ne savais plus ce qui était réel. Ma seule option était de m'enfuir. J'ai couru vers la porte d'entrée, en utilisant la clé nouvellement trouvée. À ma grande surprise, la serrure a cédé et j'ai réussi à ouvrir la porte d'une violente traction. J'ai descendu les escaliers sans me retourner, sans prendre mon sac à dos, sans réfléchir. J'ai quitté l'immeuble et j'ai couru dans les rues jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Le sentiment de soulagement lorsque l'air frais de Paris remplissait mes poumons était indescriptible. Mais la peur, cette peur primitive, brûlait toujours au plus profond de mon être. Je ne suis jamais retourné à l'appartement. Je n'ai même pas recommencé à utiliser Airbnb après ça. L'idée d'être coincé dans un endroit dont je ne pouvais pas sortir m'a tourmenté pendant des mois. Je ne pouvais pas travailler. Ce simple travail à Paris m'avait transformé. Aujourd'hui, j'évite toujours les espaces clos. Le bruit d'un faible coup sur les murs de ma propre maison me réveille la nuit, me rappelant que, pour une raison quelconque, j'ai été épargné. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Je suis arrivé dans la Napa Valley en espérant me détendre un peu. Après tout, photographier des mariages est épuisant, et le travail du week-end prochain promettait d'être un marathon émotionnel. La cave historique où se déroulerait l'événement était à couper le souffle. Des rangées de vignobles serpentant à travers les collines sous le soleil californien, les riches arômes de raisins mûrs et un ciel bleu clair qui semblait n'avoir aucune fin. J'ai profité de l'occasion pour louer un Airbnb sur place, une petite maison d'hôte entourée de verdure et d'histoire. La maison était charmante, avec sa façade en pierre vieillie et ses fenêtres encadrées de vignes qui grimpaient sur les murs comme si elles voulaient toucher le ciel. La propriétaire de la cave, une femme d'âge moyen nommée Claire, m'a fait une brève visite guidée avant de me laisser tranquille. Elle a expliqué que la maison avait déjà appartenu à la famille d'origine qui avait fondé la cave au XIXe siècle, mais qu'au fil du temps, la propriété est passée de main en main jusqu'à ce qu'elle lui parvienne. C'est un endroit tranquille, dit-elle avec un sourire mystérieux, parfait pour revoir vos photos et vous reposer. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. La première nuit a été une préparation tranquille à ce qui allait arriver. Après avoir déballé mes valises et fait le tour de la cave pour prendre quelques photos préliminaires, le genre de matériel qui pourrait ajouter une touche spéciale à l'album de mariage, je suis rentré chez moi, impatient de passer une nuit de repos. Cependant, alors que je regardais les photos sur mon ordinateur portable, un son lointain m'a interrompu. C'était un bruit étouffé, quelque chose que j'ai à peine remarqué au début. Peut-être était-ce juste le vieux bois de la maison qui grinçait ou le vent qui agitait les portes. Ignoré. Mais le bruit a continué. C'était constant, venant de sous moi, comme si quelqu'un était... Grattage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Les bruits provenaient du sous-sol. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais la curiosité m'a envahi. La porte menant au sous-sol était verrouillée depuis mon arrivée. Claire a mentionné qu'il n'y avait rien là-bas, juste de vieux déchets de vignoble qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. La clé était accrochée à côté de la porte, une invitation silencieuse à ma curiosité grandissante. La clé en main, j'ai ouvert la porte. Un escalier en bois descendait sous terre,
l'air sentant la moisissure et les raisins fermentés. Le bruit a cessé au moment où je suis entré dans l'espace froid et sombre. J'ai fait tourner la lampe de poche de mon téléphone dans tous les sens, de vieilles bouteilles de vin, des boîtes empilées et de vieux outils de vinification rouillés. Rien d'extraordinaire. Malgré tout, quelque chose m'a dérangé. C'était le silence. C'était trop lourd, oppressant. Je suis remonté à l'étage, j'ai fermé la porte et je suis allé me coucher. Mais le sommeil n'a pas été facile. Pendant la nuit, je l'ai réécouté. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'égratignures. C'étaient des pas lents et prudents, comme si quelqu'un ou quelque chose tournait en dessous de moi, attendant peut-être le bon moment pour se lever. Je me suis assis sur le lit, essayant de calmer ma respiration. Ce pourrait être rien. La maison était vieille, mais les bruits de pas semblaient réels. Le plancher de bois grinçait avec une cadence macabre, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre. Je suis redescendu. Cette fois, la lampe de poche tremblait dans ma main, non seulement à cause du manque de lumière, mais aussi à cause du sentiment croissant de terreur. Je suis redescendu au sous-sol. Cette fois, j'ai senti un poids dans l'air. Quelque chose n'allait pas. J'ai passé la lampe de poche au-dessus de l'endroit, et quand j'ai fait la mise au point sur un coin sombre, j'ai vu des marques sur le sol. Marques de clous, rayures profondes sur le béton. La panique grandit, mais la partie la plus morbide de moi insista pour continuer. J'ai cherché plus profondément dans le sous-sol, jusqu'à ce que, derrière des étagères rouillées, je trouve quelque chose qui n'aurait jamais dû y être. Des taches de sang fané, incrustées dans le béton. Un sillage sec qui disparaissait dans un mur de pierre. Ces marques, ils ont raconté une histoire que je ne voulais pas connaître. Mon esprit a commencé à rassembler les morceaux. Je me suis souvenu des rumeurs que j'avais entendues de la part des habitants pendant le mariage. La famille d'origine de la cave avait disparu en 1976. La maison a été traitée comme un lieu maudit, vendu à plusieurs reprises au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement rénovée pour les touristes. J'avais besoin de partir. Ce n'était plus une question de curiosité. Je me sentais observé, j'avais l'impression que quelque chose m'avait remarqué. Je suis remonté au rez-de-chaussée, essayant de ne pas faire de bruit, mais les grincements du sol ont résonné dans toute la maison. Quand j'ai atteint le haut de l'escalier, j'ai claqué la porte du sous-sol, essayant de masquer le sentiment que quelque chose était sur le point de me suivre. Je suis retourné dans la chambre et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit était en alerte. J'ai regardé le plafond, incapable de me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. Puis je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, à la limite de mon champ de vision, une ombre se déplaçait. Une silhouette debout qui me regarde. Je n'ai pas attendu pour savoir ce que c'était. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru jusqu'à la voiture. Au moment où je suis sorti de la maison, j'ai senti le soulagement de l'air frais, mais les collines environnantes semblaient me guetter, comme si ces terres recèlaient plus de secrets que je ne pouvais en comprendre. La peur m'a poussé, et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que je sois à des kilomètres de là. Quand l'aube est venue, j'ai fait la seule chose que je savais qui m'apporterait un peu de réconfort. J'ai annulé toutes les futures réservations Airbnb dans des endroits isolés. L'expérience avait été trop réelle, trop terrifiante. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans la Napa Valley. Il ne retournerait jamais dans cette maudite cave. Je suis arrivé dans la Napa Valley en espérant me détendre un peu. Après tout, photographier des mariages est épuisant, et le travail du week-end prochain promettait d'être un marathon émotionnel. La cave historique où se déroulerait l'événement était à couper le souffle. Des rangées de vignobles serpentant à travers les collines sous le soleil californien, les riches arômes de raisins mûrs et un ciel bleu clair qui semblait n'avoir aucune fin. J'ai profité de l'occasion pour louer un Airbnb sur place, une petite maison d'hôte entourée de verdure et d'histoire. La maison était charmante, avec sa façade en pierre vieillie et ses fenêtres encadrées de vignes qui grimpaient sur les murs comme si elles voulaient toucher le ciel. La propriétaire de la cave, une femme d'âge moyen nommée Claire, m'a fait une brève visite guidée
avant de me laisser tranquille. Elle a expliqué que la maison avait déjà appartenu à la famille d'origine qui avait fondé la cave au XIXe siècle, mais qu'au fil du temps, la propriété est passée de main en main jusqu'à ce qu'elle lui parvienne. C'est un endroit tranquille, dit-elle avec un sourire mystérieux, parfait pour revoir vos photos et vous reposer. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. La première nuit a été une préparation tranquille à ce qui allait arriver. Après avoir déballé mes valises et fait le tour de la cave pour prendre quelques photos préliminaires, le genre de matériel qui pourrait ajouter une touche spéciale à l'album de mariage, je suis rentré chez moi, impatient de passer une nuit de repos. Cependant, alors que je regardais les photos sur mon ordinateur portable, un son lointain m'a interrompu. C'était un bruit étouffé, quelque chose que j'ai à peine remarqué au début. Peut-être était-ce juste le vieux bois de la maison qui grinçait ou le vent qui agitait les portes. Ignoré. Mais le bruit a continué. C'était constant, venant de sous moi, comme si quelqu'un était... Grattage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Les bruits provenaient du sous-sol. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais la curiosité m'a envahi. La porte menant au sous-sol était verrouillée depuis mon arrivée. Claire a mentionné qu'il n'y avait rien là-bas, juste de vieux déchets de vignoble qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. La clé était accrochée à côté de la porte, une invitation silencieuse à ma curiosité grandissante. La clé en main, j'ai ouvert la porte. Un escalier en bois descendait sous terre, l'air sentant la moisissure et les raisins fermentés. Le bruit a cessé au moment où je suis entré dans l'espace froid et sombre. J'ai fait tourner la lampe de poche de mon téléphone dans tous les sens, de vieilles bouteilles de vin, des boîtes empilées et de vieux outils de vinification rouillés. Rien d'extraordinaire. Malgré tout, quelque chose m'a dérangé. C'était le silence. C'était trop lourd, oppressant. Je suis remonté à l'étage, j'ai fermé la porte et je suis allé me coucher. Mais le sommeil n'a pas été facile. Pendant la nuit, je l'ai réécouté. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'égratignures. C'étaient des pas lents et prudents, comme si quelqu'un ou quelque chose tournait en dessous de moi, attendant peut-être le bon moment pour se lever. Je me suis assis sur le lit, essayant de calmer ma respiration. Ce pourrait être rien. La maison était vieille, mais les bruits de pas semblaient réels. Le plancher de bois grinçait avec une cadence macabre, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre. Je suis redescendu. Cette fois, la lampe de poche tremblait dans ma main, non seulement à cause du manque de lumière, mais aussi à cause du sentiment croissant de terreur. Je suis redescendu au sous-sol. Cette fois, j'ai senti un poids dans l'air. Quelque chose n'allait pas. J'ai passé la lampe de poche au-dessus de l'endroit, et quand j'ai fait la mise au point sur un coin sombre, j'ai vu des marques sur le sol. Marques de clous, rayures profondes sur le béton. La panique grandit, mais la partie la plus morbide de moi insista pour continuer. J'ai cherché plus profondément dans le sous-sol, jusqu'à ce que, derrière des étagères rouillées, je trouve quelque chose qui n'aurait jamais dû y être. Des taches de sang fané, incrustées dans le béton. Un sillage sec qui disparaissait dans un mur de pierre. Ces marques, ils ont raconté une histoire que je ne voulais pas connaître. Mon esprit a commencé à rassembler les morceaux. Je me suis souvenu des rumeurs que j'avais entendues de la part des habitants pendant le mariage. La famille d'origine de la cave avait disparu en 1976. La maison a été traitée comme un lieu maudit, vendu à plusieurs reprises au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement rénovée pour les touristes. J'avais besoin de partir. Ce n'était plus une question de curiosité. Je me sentais observé, j'avais l'impression que quelque chose m'avait remarqué. Je suis remonté au rez-de-chaussée, essayant de ne pas faire de bruit, mais les grincements du sol ont résonné dans toute la maison. Quand j'ai atteint le haut de l'escalier, j'ai claqué la porte du sous-sol, essayant de masquer le sentiment que quelque chose était sur le point de me suivre. Je suis retourné dans la chambre et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit était en alerte. J'ai regardé le plafond, incapable de me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. Puis je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, à la limite de mon champ de vision, une ombre se déplaçait. Une silhouette debout qui me regarde.
Je n'ai pas attendu pour savoir ce que c'était. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru jusqu'à la voiture. Au moment où je suis sorti de la maison, j'ai senti le soulagement de l'air frais, mais les collines environnantes semblaient me guetter, comme si ces terres recèlaient plus de secrets que je ne pouvais en comprendre. La peur m'a poussé, et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que je sois à des kilomètres de là. Quand l'aube est venue, j'ai fait la seule chose que je savais qui m'apporterait un peu de réconfort. J'ai annulé toutes les futures réservations Airbnb dans des endroits isolés. L'expérience avait été trop réelle, trop terrifiante. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans la Napa Valley. Il ne retournerait jamais dans cette maudite cave. Cette chaude nuit d'été à Tokyo ne semblait pas promettre beaucoup plus qu'un repos bien mérité. J'étais fatigué de la routine. La chaleur de la ville semblait avoir envahi chaque centimètre de ma petite résidence, et l'idée d'y rester pour les vacances me donnait des frissons. J'avais besoin d'un nouvel endroit, loin de tout, où je pourrais me détendre. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher un Airbnb, quelque chose de pas cher, simple, histoire de passer quelques jours en toute tranquillité. J'ai passé des heures à faire défiler les annonces jusqu'à ce que, dans l'une de mes recherches, je trouve une propriété qui avait l'air parfaite. Le prix était ridiculement bas pour Tokyo, surtout en été. Les photos montraient un petit appartement dans ce qui semblait être un quartier traditionnel, avec des rues étroites et de vieilles maisons. Il y a eu peu de critiques, et toutes en japonais. Cela m'a un peu dérangé, mais pas assez pour m'empêcher de faire la réservation. De plus, je me considérais assez expérimenté pour faire face à n'importe quelle particularité culturelle. Si les autres étrangers n'avaient pas donné leur chance à l'endroit, peut-être était-ce une autre de ces histoires sur les bizarreries japonaises qui effraient les touristes. Pour moi, ce ne serait pas un problème. Dès mon arrivée, cependant, quelque chose m'a semblé erreur. Le quartier était plus isolé que prévu. Les rues étaient presque désertes, et les quelques habitants que j'ai vus m'ont jeté des regards méfiants. C'était comme si ma présence était un affront, une violation d'une norme tacite. Ignorant cela, je suis entré dans l'appartement. C'était petit, et ça sentait le moisi. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le sentiment d'abandon. Les décorations semblaient avoir été laissées à la hâte, comme si une famille était partie au milieu de la nuit. Il y avait des photos dans de vieux cadres, des portraits de gens souriants, mais les sourires semblaient forcés. J'ai laissé ma valise sur le sol et j'ai fait le tour de l'appartement. Dans la chambre, j'ai trouvé une commode pleine de vieux vêtements, pliés avec précision, comme si quelqu'un avait encore l'intention de les porter. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est une série de photos que j'ai trouvées dans un tiroir. Ils provenaient de locataires différents, pour la plupart étrangers, et ils étaient tous tachés de quelque chose qui ressemblait à un flou, mais la tache apparaissait toujours sur leur visage. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, mais je me suis convaincu que ce n'était qu'une coïncidence, peut-être de la saleté accumulée au fil du temps. Les jours qui ont suivi ont été inconfortables. Je quittais rarement l'appartement. Le quartier, bien que calme, n'était pas accueillant. Les regards continuèrent. Chaque fois que je croisais un voisin, il évitait tout contact visuel, presque comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Un après-midi, je suis allé dans un petit dépanneur du coin et le vendeur, un homme âgé, a refusé de me parler. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais décrire que comme de la peur. J'ai décidé de demander à l'un des voisins à propos de l'appartement. Une dame âgée m'écoutait en silence pendant que je lui expliquais que je restais là. Son visage a perdu sa couleur et elle a marmonné quelque chose que je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais qui sonnait comme « ce n'est pas pour toi ». Avant que je puisse lui demander de clarifier, elle m'a fermé la porte au nez. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec un bruit. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent ou peut-être la vieille structure de l'appartement qui grinçait. Mais le son était différent. C'était comme quelque chose humain. J'entendis des bruits de pas, lourds, et ils venaient de la chambre. Je suis sorti du lit,
essayant de contrôler ma respiration, et je me suis lentement approché de la porte de la chambre. L'appartement était sombre, à l'exception d'une mince lumière provenant de la fenêtre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la silhouette d'un homme debout dans la pièce. Il me tournait le dos, fouillant dans la table où j'avais laissé certaines de mes affaires. Mon esprit s'est vidé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas qui il était, comment il était entré ou ce qu'il voulait. Avant que je puisse réagir, il m'a dit, dans un japonais lourd avec un accent lourd et traînant, « Vous ne devriez pas être ici. Ce n'est pas pour vous. » Mes jambes tremblaient, mais avant que je puisse bouger, il s'est retourné, et c'est là que j'ai vu son visage, ou plutôt son absence. L'obscurité de la pièce ne me permettait pas de voir beaucoup de détails, mais ses yeux étaient vides, complètement opaques, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que les yeux d'un homme ordinaire. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Courir. J'ai couru sans réfléchir, sans regarder en arrière. Je suis sorti de l'appartement et j'ai descendu les escaliers si vite que j'ai failli tomber. Il n'y avait personne dans la rue comme d'habitude, mais je n'étais pas disposé à savoir si cet homme me suivrait ou non. J'ai couru jusqu'au bout de la rue, ne sachant pas où aller, suivant simplement mon instinct. Cette nuit-là, je me suis retrouvé dans une petite gare. Je me suis assis sur le banc, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Mon cœur battait hors de contrôle. Je savais que je ne pouvais pas retourner à l'appartement. Après quelques heures, j'ai pris un train pour retourner au centre-ville et je ne suis jamais revenu dans ce quartier. Je suis retourné à mon appartement d'origine le lendemain matin, mais quelque chose avait changé en moi. J'étais différent, paranoïaque. À chaque bruit que j'entendais dans le couloir, mon cœur battait la chamade et je me retrouvais à vérifier les serrures de la porte encore et encore. J'ai commencé à me méfier partout. C'était comme si cet homme me regardait encore, même de loin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail du propriétaire d'Airbnb me demandant pourquoi j'étais parti sans donner d'explication. J'ai répondu brièvement en disant que l'endroit n'était pas ce à quoi je m'attendais et j'ai résilié le contrat. Je n'ai plus jamais réservé un Airbnb. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, quoi que j'ai vu, je ne le saurai jamais avec certitude. Mais une chose est sûre, il y a des endroits qui ne sont pas pour nous, des endroits où nous ne devrions pas nous aventurer. Et j'ai failli payer le prix d'avoir ignoré cette vérité. La décision de louer une cabane dans les montagnes rocheuses semblait parfaite. J'avais besoin de la paix et de l'isolement que seule la nature peut offrir. Les rues bruyantes de Toronto me tuaient lentement et ma créativité était à sec. Un client exigeant m'a engagé pour créer un projet graphique stimulant, et je savais que si je restais en ville, je ne serais pas en mesure de livrer à temps. La cabane, située à des kilomètres de la civilisation, était le refuge idéal. Pas d'internet, pas de distraction, juste moi, la nature et le travail. Je suis arrivé là-bas à la fin d'un après-midi froid. La cabine était simple mais charmante, fabriquée en bois sombre, avec de grandes fenêtres qui offraient une vue imprenable sur les montagnes et la forêt. Il n'y avait pas d'électricité, mais j'avais mon ordinateur portable chargé et plusieurs batteries supplémentaires, ainsi qu'un générateur en cas d'urgence. La première nuit a été tout ce à quoi je m'attendais. Le silence absolu était presque spirituel, le genre de calme dont je ne savais même pas qu'il existait encore. J'ai travaillé tard dans la nuit, le seul bruit étant le vent doux qui balançait les arbres. L'idée d'être complètement seul, entouré de kilomètres de nature sauvage préservée, m'a rempli d'un sentiment de liberté. Le deuxième jour, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De petits détails que, au début, j'ai ignorés. Le silence n'était plus complet. En arrière-plan, j'entendais des crépitements comme des branches qui se brisent. Peut-être que c'était juste la forêt, pensais-je. Les animaux, le vent, la nature étant la nature. Je n'y ai pas accordé d'importance. J'ai continué à travailler, même si le sentiment d'être observé était difficile à ignorer. Cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose de plus troublant. Des bruits qui n'appartenaient pas à la forêt, comme une lourde traînée, comme si quelque chose de grand se déplaçait à proximité. Quand j'ai regardé par la fenêtre,
j'ai vu des traces sur le sol. Au début, j'ai pensé qu'ils provenaient d'un animal, mais quelque chose n'allait pas. Les empreintes étaient grandes, beaucoup plus grandes que n'importe quel animal ordinaire que je connaissais. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'empreintes d'animaux, mais aussi d'empreintes de bottes humaines. J'étais mal à l'aise, mais je me suis convaincu que cela pouvait provenir d'un chasseur ou de quelqu'un qui explorait la région. Les montagnes rocheuses sont vastes, et il ne serait pas impossible de trouver d'autres humains même dans une zone aussi isolée. Pourtant, un malaise s'est infiltré en moi, et j'ai décidé que si j'entendais à nouveau quelque chose, je le vérifierais le matin. Le lendemain matin, j'ai trouvé d'autres empreintes de pas autour de la cabane. Des humains et un animal que je n'ai pas pu identifier. J'ai senti la panique grandir. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui me regardait, et le pire, c'est que je n'avais aucun moyen de demander de l'aide. Mon téléphone portable n'avait pas de signal, et la radio que j'avais louée avec la cabine ne fonctionnait que sporadiquement. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension grandissait en moi. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais chaque petit bruit me faisait dévier de ma trajectoire. Des branches qui se cassent, des feuilles qui bruissent, et toujours ce sentiment d'être observé. Quand la nuit est venue, mon instinct m'a dit de verrouiller toutes les portes et les fenêtres. La cabane, qui avait autrefois été un refuge confortable, ressemblait maintenant à une prison. Vers minuit, je l'ai entendu à nouveau. Le traînage, le bruit de quelque chose de grand qui bouge dans la forêt. J'ai attrapé une lampe de poche et, le cœur battant, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La lumière de ma lampe de poche a éclairé quelque chose qui bougeait parmi les arbres, quelque chose d'énorme. Je n'ai pu apercevoir la forme qu'une seconde avant qu'elle ne disparaisse, mais c'était suffisant pour me remplir de terreur. Ce n'était pas un animal ordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis sur le sol de la hutte, avec un couteau de cuisine à mon côté, j'ai attendu l'aube. Le bruit continuait, le bruit de quelque chose qui tournait autour de la cabane, parfois plus près, parfois plus loin. Mais il ne s'est jamais approché assez près pour que je puisse le revoir. Je savais que j'étais piégé. Pas d'électricité, pas de communication avec le monde extérieur. Si j'essayais de partir, je serais complètement vulnérable. Le lendemain matin, j'ai trouvé des empreintes de pas dans la neige. Des empreintes humaines, mais elles n'étaient pas les miennes. Ils firent le tour de la hutte, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était promené toute la nuit, observant, attendant. Les empreintes de pas ont disparu au début de la forêt, mais les traces de l'animal inconnu étaient partout. Ce n'étaient pas des empreintes de loup, d'ours ou d'autres animaux que je pouvais reconnaître. Leur forme était presque méconnaissable, un mélange d'humanoïde et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. J'avais besoin de sortir de là. La cabine n'était plus sécurisée. J'ai abandonné mon ordinateur portable, attrapé mon sac à dos et ma radio, et j'ai commencé à marcher vers la voiture, qui se trouvait à environ 1 kilomètre de là. Le sentier m'a semblé plus long qu'à mon arrivée, comme si le temps se déformait autour de moi. Alors que je m'éloignais de la hutte, le bruit des pas derrière moi est devenu impossible à ignorer. Il était suivi, il n'a pas couru, mais le son a continué avec la même traînée lente. Pendant un instant, j'ai pensé à me retourner et à affronter quoi que ce soit, mais la peur qui m'envahissait était insupportable. J'ai continué à marcher, presque à courir maintenant, trébuchant sur les racines et la neige. Quand j'ai finalement atteint la voiture, j'étais épuisé. Je suis entré et j'ai verrouillé les portes, regardant le sentier d'où je venais. Le bruit s'était arrêté. Je suis retourné à la ville la plus proche sans regarder en arrière. Quand je suis arrivé, mon esprit était dans le chaos. La terreur vibrait encore en moi, et même en sécurité, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose m'avait suivi. La ville semblait être un sanctuaire improbable, mais je savais que si je n'étais pas parti à temps, je ne serais peut-être jamais revenu. Quand j'ai finalement eu un signal cellulaire, j'ai appelé le client et j'ai inventé une excuse. Je n'étais plus en mesure de poursuivre le projet. Je ne chercherai plus jamais à m'isoler. Ce qui me poursuivait dans cette forêt reste inconnu, mais je sais que c'était réel. Une partie de moi est toujours là, piégée dans cette cabine,
écoutant les sons qui résonnent dans la nuit, sachant que même maintenant, je suis toujours observé. À l'automne 2022, moi, Éric Leclerc, j'ai été embauché pour développer un système pour une start-up émergente. L'offre était bonne, elle serait bien rémunérée, et surtout, ce serait l'occasion de consolider mon nom dans le secteur du développement. Mon client m'a demandé de me rendre à Paris, à quelques pas de Marseille, où j'habitais. J'aurais pu choisir un hôtel, mais j'ai décidé d'économiser. J'ai trouvé un Airbnb moderne, bien noté et à un prix incroyablement compétitif. Les photos montraient un appartement petit mais fonctionnel. Il avait besoin de paix et d'isolement pour travailler. C'est ce que promettait l'annonce. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, un immeuble en béton dans le 18e arrondissement, j'ai été impressionné par la façade épurée et moderne. Le quartier n'était pas le meilleur, mais je n'étais pas à Paris pour faire du tourisme. Je suis entré dans le bâtiment en respectant la procédure d'enregistrement automatique. Je suis monté au 3e étage où se trouvait ma chambre. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant un couloir étroit et un salon bien éclairé. Cependant, la chambre, il était différent. Fermé, dense, suffocant, même s'il ne s'agit que d'une petite partie de l'appartement. Les murs étaient d'un béton froid, différent du reste de la maison, et les fenêtres, bien que larges, ne s'ouvraient pas. Ce n'était pas un détail mentionné par l'hôte, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. J'avais juste besoin d'un espace fonctionnel pour les 2 prochaines semaines. Le sentiment d'isolement, en fin de compte, semblait même adéquat. La première nuit a été raisonnablement calme. Après une longue journée de travail, j'ai mis mes écouteurs et je me suis endormi rapidement. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec un bruit doux, comme un battement lointain. Mon esprit, encore obscurci par le sommeil, essayait de trouver une explication, une pipe peut-être. Mais le son était étrange, comme si quelqu'un touchait légèrement le béton du mur avec ses jointures, pas à un rythme régulier, mais comme s'il hésitait, comme s'il testait. La nuit suivante, le même son, battement faible et clairsemé. Je me suis levé, fatigué, et j'ai regardé autour de moi. La pièce restait la même, froide et silencieuse. Les murs épais donnaient un sentiment de claustrophobie qui n'a fait qu'empirer lorsque j'ai réalisé que les fenêtres ne s'ouvraient pas. J'ai regardé par la seule fenêtre, m'attendant à voir la nuit parisienne dehors, mais les rideaux épais et lourds laissaient à peine entrer la lumière des lampadaires. Dans les jours qui ont suivi, les bruits se sont intensifiés. Ce n'était pas juste un coup, c'était des égratignures, comme des clous déchirant la surface du mur. Ma productivité a commencé à baisser, de plus en plus fatigué, avec des cernes profonds sous les yeux et un esprit confus. Quand je me suis assis pour travailler, j'ai senti que quelqu'un me regardait. La sensation était constante, une présence indicible, comme si les coins mêmes de cette pièce cachaient des secrets. La 5e nuit, j'ai décidé d'inspecter la pièce de plus près. J'ai passé mes mains sur les murs de béton, sentant la dureté et le froid. C'est alors que mes doigts ont trouvé quelque chose. Une petite marque, presque imperceptible. En rapprochant mon visage du mur, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'égratignures, petits mais clairement fabriqués par des ongles humains. D'autres étaient là, d'autres ont tenté de s'échapper. J'ai senti la panique prendre le dessus. À chaque seconde, l'air semblait devenir plus lourd, plus épais, et je commençais à entendre la respiration. Pas la mienne, mais une autre. Un souffle rythmé qui venait de quelque part à l'intérieur de ces murs. J'ai couru vers la porte, essayant de sortir de la pièce, mais la poignée était froide, presque comme si elle me repoussait. Quand j'ai tourné la clé, la porte n'a pas bougé, enfermée à l'intérieur. Terrifié, je suis retourné au centre de la pièce, essayant de rester calme. Il était possible qu'il me laissait emporter par la paranoïa, mais en même temps, tout autour de lui semblait se rétrécir. L'espace semblait plus petit, me serrant de tous les côtés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de penser rationnellement. Peut-être y avait-il un problème mécanique avec la porte. Peut-être. C'est alors que j'ai vu quelque chose briller sur le bord de la plainte. Une petite fissure, comme si quelque chose y avait été caché. Je me suis agenouillé et j'ai tiré la plainte. Derrière lui,
j'ai trouvé un petit compartiment caché avec un vieux bloc-notes et une clé. Le cahier avait des pages jaunies, et quand je l'ai ouvert, mon cœur s'est arrêté une seconde. Les premières pages étaient des gribouillis désordonnés, des phrases vagues comme « je ne peux pas respirer »,« les murs me regardent »,« ils sont dedans ». Dans les dernières pages, une écriture frénétique, presque illisible, décrivait quelqu'un retenu prisonnier. J'ai pris la clé, désespéré, et je suis retourné à la porte. Avec une rotation tremblante, j'ai essayé de l'ouvrir, mais rien ne s'est passé. Le bâtiment ressemblait à une prison vivante. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, une claustrophobie que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si le béton aspirait mon air. J'ai couru dans la pièce, j'ai heurté les murs, j'ai cherché des sorties qui n'existaient pas. L'espace s'est refermé autour de moi. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique derrière moi. La pièce s'animait, avec le bruit des battements maintenant constants. La terreur s'est installée complètement, les battements résonnant dans mon esprit, l'air devenant plus rare et les murs semblant bouger. Je ne savais plus ce qui était réel. Ma seule option était de m'enfuir. J'ai couru vers la porte d'entrée, en utilisant la clé nouvellement trouvée. À ma grande surprise, la serrure a cédé et j'ai réussi à ouvrir la porte d'une violente traction. J'ai descendu les escaliers sans me retourner, sans prendre mon sac à dos, sans réfléchir. J'ai quitté l'immeuble et j'ai couru dans les rues jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Le sentiment de soulagement lorsque l'air frais de Paris remplissait mes poumons était indescriptible. Mais la peur, cette peur primitive, brûlait toujours au plus profond de mon être. Je ne suis jamais retourné à l'appartement. Je n'ai même pas recommencé à utiliser Airbnb après ça. L'idée d'être coincé dans un endroit dont je ne pouvais pas sortir m'a tourmenté pendant des mois. Je ne pouvais pas travailler. Ce simple travail à Paris m'avait transformé. Aujourd'hui, j'évite toujours les espaces clos. Le bruit d'un faible coup sur les murs de ma propre maison me réveille la nuit, me rappelant que, pour une raison quelconque, j'ai été épargné. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Je suis arrivé dans la Napa Valley en espérant me détendre un peu. Après tout, photographier des mariages est épuisant, et le travail du week-end prochain promettait d'être un marathon émotionnel. La cave historique où se déroulerait l'événement était à couper le souffle. Des rangées de vignobles serpentant à travers les collines sous le soleil californien, les riches arômes de raisins mûrs et un ciel bleu clair qui semblait n'avoir aucune fin. J'ai profité de l'occasion pour louer un Airbnb sur place, une petite maison d'hôte entourée de verdure et d'histoire. La maison était charmante, avec sa façade en pierre vieillie et ses fenêtres encadrées de vignes qui grimpaient sur les murs comme si elles voulaient toucher le ciel. La propriétaire de la cave, une femme d'âge moyen nommée Claire, m'a fait une brève visite guidée avant de me laisser tranquille. Elle a expliqué que la maison avait déjà appartenu à la famille d'origine qui avait fondé la cave au XIXe siècle, mais qu'au fil du temps, la propriété est passée de main en main jusqu'à ce qu'elle lui parvienne. C'est un endroit tranquille, dit-elle avec un sourire mystérieux, parfait pour revoir vos photos et vous reposer. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. La première nuit a été une préparation tranquille à ce qui allait arriver. Après avoir déballé mes valises et fait le tour de la cave pour prendre quelques photos préliminaires, le genre de matériel qui pourrait ajouter une touche spéciale à l'album de mariage, je suis rentré chez moi, impatient de passer une nuit de repos. Cependant, alors que je regardais les photos sur mon ordinateur portable, un son lointain m'a interrompu. C'était un bruit étouffé, quelque chose que j'ai à peine remarqué au début. Peut-être était-ce juste le vieux bois de la maison qui grinçait ou le vent qui agitait les portes. Ignoré. Mais le bruit a continué. C'était constant, venant de sous moi, comme si quelqu'un était... Grattage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Les bruits provenaient du sous-sol. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais la curiosité m'a envahi. La porte menant au sous-sol était verrouillée depuis mon arrivée. Claire a mentionné qu'il n'y avait rien là-bas, juste de vieux déchets de vignobles qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies.
La clé était accrochée à côté de la porte, une invitation silencieuse à ma curiosité grandissante. La clé en main, j'ai ouvert la porte. Un escalier en bois descendait sous terre, l'air sentant la moisissure et les raisins fermentés. Le bruit a cessé au moment où je suis entré dans l'espace froid et sombre. J'ai fait tourner la lampe de poche de mon téléphone dans tous les sens, de vieilles bouteilles de vin, des boîtes empilées et de vieux outils de vinification rouillés. Rien d'extraordinaire. Malgré tout, quelque chose m'a dérangé. C'était le silence. C'était trop lourd, oppressant. Je suis remonté à l'étage, j'ai fermé la porte et je suis allé me coucher. Mais le sommeil n'a pas été facile. Pendant la nuit, je l'ai réécouté. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'égratignures. C'était des pas lents et prudents, comme si quelqu'un ou quelque chose tournait en dessous de moi, attendant peut-être le bon moment pour se lever. Je me suis assis sur le lit, essayant de calmer ma respiration. Ce pourrait être rien. La maison était vieille, mais les bruits de pas semblaient réels. Le plancher de bois grinçait avec une cadence macabre, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre. Je suis redescendu. Cette fois, la lampe de poche tremblait dans ma main, non seulement à cause du manque de lumière, mais aussi à cause du sentiment croissant de terreur. Je suis redescendu au sous-sol. Cette fois, j'ai senti un poids dans l'air. Quelque chose n'allait pas. J'ai passé la lampe de poche au-dessus de l'endroit, et quand j'ai fait la mise au point sur un coin sombre, j'ai vu des marques sur le sol. Marques de clous, rayures profondes sur le béton. La panique grandit, mais la partie la plus morbide de moi insista pour continuer. J'ai cherché plus profondément dans le sous-sol, jusqu'à ce que, derrière des étagères rouillées, je trouve quelque chose qui n'aurait jamais dû y être. Des taches de sang fané, incrustées dans le béton. Un sillage sec qui disparaissait dans un mur de pierre. Ces marques, ils ont raconté une histoire que je ne voulais pas connaître. Mon esprit a commencé à rassembler les morceaux. Je me suis souvenu des rumeurs que j'avais entendues de la part des habitants pendant le mariage. La famille d'origine de la cave avait disparu en 1976. La maison a été traitée comme un lieu maudit, vendu à plusieurs reprises au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement rénovée pour les touristes. J'avais besoin de partir. Ce n'était plus une question de curiosité. Je me sentais observé, j'avais l'impression que quelque chose m'avait remarqué. Je suis remonté au rez-de-chaussée, essayant de ne pas faire de bruit, mais les grincements du sol ont résonné dans toute la maison. Quand j'ai atteint le haut de l'escalier, j'ai claqué la porte du sous-sol, essayant de masquer le sentiment que quelque chose était sur le point de me suivre. Je suis retourné dans la chambre et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit était en alerte. J'ai regardé le plafond, incapable de me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. Puis je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, à la limite de mon champ de vision, une ombre se déplaçait. Une silhouette debout qui me regarde. Je n'ai pas attendu pour savoir ce que c'était. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru jusqu'à la voiture. Au moment où je suis sorti de la maison, j'ai senti le soulagement de l'air frais, mais les collines environnantes semblaient me guetter, comme si ces terres recèlaient plus de secrets que je ne pouvais en comprendre. La peur m'a poussé, et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que je sois à des kilomètres de là. Quand l'aube est venue, j'ai fait la seule chose que je savais qui m'apporterait un peu de réconfort. J'ai annulé toutes les futures réservations Airbnb dans des endroits isolés. L'expérience avait été trop réelle, trop terrifiante. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans la Napa Valley. Il ne retournerait jamais dans cette maudite cave. Je suis arrivé dans la Napa Valley en espérant me détendre un peu. Après tout, photographier des mariages est épuisant, et le travail du week-end prochain promettait d'être un marathon émotionnel. La cave historique où se déroulerait l'événement était à couper le souffle. Des rangées de vignobles serpentant à travers les collines sous le soleil californien, les riches arômes de raisins mûrs et un ciel bleu clair qui semblait n'avoir aucune fin. J'ai profité de l'occasion pour louer un Airbnb sur place, une petite maison d'hôte entourée de verdure et d'histoire. La maison était charmante,
avec sa façade en pierre vieillie et ses fenêtres encadrées de vignes qui grimpaient sur les murs comme si elles voulaient toucher le ciel. La propriétaire de la cave, une femme d'âge moyen nommée Claire, m'a fait une brève visite guidée avant de me laisser tranquille. Elle a expliqué que la maison avait déjà appartenu à la famille d'origine qui avait fondé la cave au XIXe siècle, mais qu'au fil du temps, la propriété est passée de main en main jusqu'à ce qu'elle lui parvienne. C'est un endroit tranquille, dit-elle avec un sourire mystérieux, parfait pour revoir vos photos et vous reposer. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. La première nuit a été une préparation tranquille à ce qui allait arriver. Après avoir déballé mes valises et fait le tour de la cave pour prendre quelques photos préliminaires, le genre de matériel qui pourrait ajouter une touche spéciale à l'album de mariage, je suis rentré chez moi, impatient de passer une nuit de repos. Cependant, alors que je regardais les photos sur mon ordinateur portable, un son lointain m'a interrompu. C'était un bruit étouffé, quelque chose que j'ai à peine remarqué au début. Peut-être était-ce juste le vieux bois de la maison qui grinçait ou le vent qui agitait les portes. Ignoré. Mais le bruit a continué. C'était constant, venant de sous moi, comme si quelqu'un était... Grattage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Les bruits provenaient du sous-sol. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais la curiosité m'a envahi. La porte menant au sous-sol était verrouillée depuis mon arrivée. Claire a mentionné qu'il n'y avait rien là-bas, juste de vieux déchets de vignoble qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. La clé était accrochée à côté de la porte, une invitation silencieuse à ma curiosité grandissante. La clé en main, j'ai ouvert la porte. Un escalier en bois descendait sous terre, l'air sentant la moisissure et les raisins fermentés. Le bruit a cessé au moment où je suis entré dans l'espace froid et sombre. J'ai fait tourner la lampe de poche de mon téléphone dans tous les sens, de vieilles bouteilles de vin, des boîtes empilées et de vieux outils de vinification rouillés. Rien d'extraordinaire. Malgré tout, quelque chose m'a dérangé. C'était le silence. C'était trop lourd, oppressant. Je suis remonté à l'étage, j'ai fermé la porte et je suis allé me coucher. Mais le sommeil n'a pas été facile. Pendant la nuit, je l'ai réécouté. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'égratignures. C'était des pas lents et prudents, comme si quelqu'un ou quelque chose tournait en dessous de moi, attendant peut-être le bon moment pour se lever. Je me suis assis sur le lit, essayant de calmer ma respiration. Ce pourrait être rien. La maison était vieille, mais les bruits de pas semblaient réels. Le plancher de bois grinçait avec une cadence macabre, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre. Je suis redescendu. Cette fois, la lampe de poche tremblait dans ma main, non seulement à cause du manque de lumière, mais aussi à cause du sentiment croissant de terreur. Je suis redescendu au sous-sol. Cette fois, j'ai senti un poids dans l'air. Quelque chose n'allait pas. J'ai passé la lampe de poche au-dessus de l'endroit, et quand j'ai fait la mise au point sur un coin sombre, j'ai vu des marques sur le sol. Marques de clous, rayures profondes sur le béton. La panique grandit, mais la partie la plus morbide de moi insista pour continuer. J'ai cherché plus profondément dans le sous-sol, jusqu'à ce que, derrière des étagères rouillées, je trouve quelque chose qui n'aurait jamais dû y être. Des taches de sang fané, incrustées dans le béton. Un sillage sec qui disparaissait dans un mur de pierre. Ces marques, ils ont raconté une histoire que je ne voulais pas connaître. Mon esprit a commencé à rassembler les morceaux. Je me suis souvenu des rumeurs que j'avais entendues de la part des habitants pendant le mariage. La famille d'origine de la cave avait disparu en 1976. La maison a été traitée comme un lieu maudit, vendu à plusieurs reprises au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement rénovée pour les touristes. J'avais besoin de partir. Ce n'était plus une question de curiosité. Je me sentais observé, j'avais l'impression que quelque chose m'avait remarqué. Je suis remonté au rez-de-chaussée, essayant de ne pas faire de bruit, mais les grincements du sol ont résonné dans toute la maison. Quand j'ai atteint le haut de l'escalier, j'ai claqué la porte du sous-sol, essayant de masquer le sentiment que quelque chose était sur le point de me suivre. Je suis retourné dans la chambre et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit était en alerte.
J'ai regardé le plafond, incapable de me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. Puis je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, à la limite de mon champ de vision, une ombre se déplaçait. Une silhouette debout qui me regarde. Je n'ai pas attendu pour savoir ce que c'était. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru jusqu'à la voiture. Au moment où je suis sorti de la maison, j'ai senti le soulagement de l'air frais, mais les collines environnantes semblaient me guetter, comme si ces terres recèlaient plus de secrets que je ne pouvais en comprendre. La peur m'a poussé, et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que je sois à des kilomètres de là. Quand l'aube est venue, j'ai fait la seule chose que je savais qui m'apporterait un peu de réconfort. J'ai annulé toutes les futures réservations Airbnb dans des endroits isolés. L'expérience avait été trop réelle, trop terrifiante. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans la Napa Valley. Il ne retournerait jamais dans cette maudite cave. Cette chaude nuit d'été à Tokyo ne semblait pas promettre beaucoup plus qu'un repos bien mérité. J'étais fatigué de la routine. La chaleur de la ville semblait avoir envahi chaque centimètre de ma petite résidence, et l'idée d'y rester pour les vacances me donnait des frissons. J'avais besoin d'un nouvel endroit, loin de tout, où je pourrais me détendre. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher un Airbnb, quelque chose de pas cher, simple, histoire de passer quelques jours en toute tranquillité. J'ai passé des heures à faire défiler les annonces jusqu'à ce que, dans l'une de mes recherches, je trouve une propriété qui avait l'air parfaite. Le prix était ridiculement bas pour Tokyo, surtout en été. Les photos montraient un petit appartement dans ce qui semblait être un quartier traditionnel, avec des rues étroites et de vieilles maisons. Il y a eu peu de critiques, et toutes en japonais. Cela m'a un peu dérangé, mais pas assez pour m'empêcher de faire la réservation. De plus, je me considérais assez expérimenté pour faire face à n'importe quelle particularité culturelle. Si les autres étrangers n'avaient pas donné leur chance à l'endroit, peut-être était-ce une autre de ces histoires sur les bizarreries japonaises qui effraient les touristes. Pour moi, ce ne serait pas un problème. Dès mon arrivée, cependant, quelque chose m'a semblé erreur. Le quartier était plus isolé que prévu. Les rues étaient presque désertes, et les quelques habitants que j'ai vus m'ont jeté des regards méfiants. C'était comme si ma présence était un affront, une violation d'une norme tacite. Ignorant cela, je suis entré dans l'appartement. C'était petit, et ça sentait le moisi. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le sentiment d'abandon. Les décorations semblaient avoir été laissées à la hâte, comme si une famille était partie au milieu de la nuit. Il y avait des photos dans de vieux cadres, des portraits de gens souriants, mais les sourires semblaient forcés. J'ai laissé ma valise sur le sol et j'ai fait le tour de l'appartement. Dans la chambre, j'ai trouvé une commode pleine de vieux vêtements, pliés avec précision, comme si quelqu'un avait encore l'intention de les porter. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est une série de photos que j'ai trouvées dans un tiroir. Ils provenaient de locataires différents, pour la plupart étrangers, et ils étaient tous tachés de quelque chose qui ressemblait à un flou, mais la tache apparaissait toujours sur leur visage. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, mais je me suis convaincu que ce n'était qu'une coïncidence, peut-être de la saleté accumulée au fil du temps. Les jours qui ont suivi ont été inconfortables. Je quittais rarement l'appartement. Le quartier, bien que calme, n'était pas accueillant. Les regards continuèrent. Chaque fois que je croisais un voisin, il évitait tout contact visuel, presque comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Un après-midi, je suis allé dans un petit dépanneur du coin et le vendeur, un homme âgé, a refusé de me parler. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais décrire que comme de la peur. J'ai décidé de demander à l'un des voisins à propos de l'appartement. Une dame âgée m'écoutait en silence pendant que je lui expliquais que je restais là. Son visage a perdu sa couleur et elle a marmonné quelque chose que je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais qui sonnait comme « ce n'est pas pour toi ». Avant que je puisse lui demander de clarifier, elle m'a fermé la porte au nez. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec un bruit.
Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent ou peut-être la vieille structure de l'appartement qui grinçait. Mais le son était différent. C'était comme quelque chose humain. J'entendis des bruits de pas, lourds, et ils venaient de la chambre. Je suis sorti du lit, essayant de contrôler ma respiration, et je me suis lentement approché de la porte de la chambre. L'appartement était sombre, à l'exception d'une mince lumière provenant de la fenêtre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la silhouette d'un homme debout dans la pièce. Il me tournait le dos, fouillant dans la table où j'avais laissé certaines de mes affaires. Mon esprit s'est vidé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas qui il était, comment il était entré ou ce qu'il voulait. Avant que je puisse réagir, il m'a dit, dans un japonais lourd avec un accent lourd et traînant, « Vous ne devriez pas être ici. Ce n'est pas pour vous. » Mes jambes tremblaient, mais avant que je puisse bouger, il s'est retourné, et c'est là que j'ai vu son visage, ou plutôt son absence. L'obscurité de la pièce ne me permettait pas de voir beaucoup de détails, mais ses yeux étaient vides, complètement opaques, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que les yeux d'un homme ordinaire. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Courir. J'ai couru sans réfléchir, sans regarder en arrière. Je suis sorti de l'appartement et j'ai descendu les escaliers si vite que j'ai failli tomber. Il n'y avait personne dans la rue comme d'habitude, mais je n'étais pas disposé à savoir si cet homme me suivrait ou non. J'ai couru jusqu'au bout de la rue, ne sachant pas où aller, suivant simplement mon instinct. Cette nuit-là, je me suis retrouvé dans une petite gare. Je me suis assis sur le banc, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Mon cœur battait hors de contrôle. Je savais que je ne pouvais pas retourner à l'appartement. Après quelques heures, j'ai pris un train pour retourner au centre-ville, et je ne suis jamais revenu dans ce quartier. Je suis retourné à mon appartement d'origine le lendemain matin, mais quelque chose avait changé en moi. J'étais différent, paranoïaque. À chaque bruit que j'entendais dans le couloir, mon cœur battait la chamade et je me retrouvais à vérifier les serrures de la porte encore et encore. J'ai commencé à me méfier partout. C'était comme si cet homme me regardait encore, même de loin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail du propriétaire d'Airbnb me demandant pourquoi j'étais parti sans donner d'explication. J'ai répondu brièvement en disant que l'endroit n'était pas ce à quoi je m'attendais et j'ai résilié le contrat. Je n'ai plus jamais réservé un Airbnb. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, quoi que j'ai vu, je ne le saurai jamais avec certitude. Mais une chose est sûre, il y a des endroits qui ne sont pas pour nous, des endroits où nous ne devrions pas nous aventurer. Et j'ai failli payer le prix d'avoir ignoré cette vérité. La décision de louer une cabane dans les montagnes rocheuses semblait parfaite. J'avais besoin de la paix et de l'isolement que seule la nature peut offrir. Les rues bruyantes de Toronto me tuaient lentement et ma créativité était à sec. Un client exigeant m'a engagé pour créer un projet graphique stimulant, et je savais que si je restais en ville, je ne serais pas en mesure de livrer à temps. La cabane, située à des kilomètres de la civilisation, était le refuge idéal. Pas d'internet, pas de distraction, juste moi, la nature et le travail. Je suis arrivé là-bas à la fin d'un après-midi froid. La cabine était simple mais charmante, fabriquée en bois sombre, avec de grandes fenêtres qui offraient une vue imprenable sur les montagnes et la forêt. Il n'y avait pas d'électricité, mais j'avais mon ordinateur portable chargé et plusieurs batteries supplémentaires, ainsi qu'un générateur en cas d'urgence. La première nuit a été tout ce à quoi je m'attendais. Le silence absolu était presque spirituel, le genre de calme dont je ne savais même pas qu'il existait encore. J'ai travaillé tard dans la nuit, le seul bruit étant le vent doux qui balançait les arbres. L'idée d'être complètement seul, entouré de kilomètres de nature sauvage préservée, m'a rempli d'un sentiment de liberté. Le deuxième jour, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De petits détails que, au début, j'ai ignorés. Le silence n'était plus complet. En arrière-plan, j'entendais des crépitements comme des branches qui se brisent. Peut-être que c'était juste la forêt, pensais-je. Les animaux, le vent, la nature étant la nature. Je n'y ai pas accordé d'importance.
J'ai continué à travailler, même si le sentiment d'être observé était difficile à ignorer. Cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose de plus troublant. Des bruits qui n'appartenaient pas à la forêt, comme une lourde traînée, comme si quelque chose de grand se déplaçait à proximité. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des traces sur le sol. Au début, j'ai pensé qu'ils provenaient d'un animal, mais quelque chose n'allait pas. Les empreintes étaient grandes, beaucoup plus grandes que n'importe quel animal ordinaire que je connaissais. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'empreintes d'animaux, mais aussi d'empreintes de bottes humaines. J'étais mal à l'aise, mais je me suis convaincu que cela pouvait provenir d'un chasseur ou de quelqu'un qui explorait la région. Les montagnes rocheuses sont vastes, et il ne serait pas impossible de trouver d'autres humains même dans une zone aussi isolée. Pourtant, un malaise s'est infiltré en moi, et j'ai décidé que si j'entendais à nouveau quelque chose, je le vérifierais le matin. Le lendemain matin, j'ai trouvé d'autres empreintes de pas autour de la cabane. Des humains et un animal que je n'ai pas pu identifier. J'ai senti la panique grandir. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui me regardait, et le pire, c'est que je n'avais aucun moyen de demander de l'aide. Mon téléphone portable n'avait pas de signal, et la radio que j'avais louée avec la cabine ne fonctionnait que sporadiquement. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension grandissait en moi. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais chaque petit bruit me faisait dévier de ma trajectoire. Des branches qui se cassent, des feuilles qui bruissent, et toujours ce sentiment d'être observé. Quand la nuit est venue, mon instinct m'a dit de verrouiller toutes les portes et les fenêtres. La cabane, qui avait autrefois été un refuge confortable, ressemblait maintenant à une prison. Vers minuit, je l'ai entendu à nouveau. Le traînage, le bruit de quelque chose de grand qui bouge dans la forêt. J'ai attrapé une lampe de poche et, le cœur battant, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La lumière de ma lampe de poche a éclairé quelque chose qui bougeait parmi les arbres, quelque chose d'énorme. Je n'ai pu apercevoir la forme qu'une seconde avant qu'elle ne disparaisse, mais c'était suffisant pour me remplir de terreur. Ce n'était pas un animal ordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis sur le sol de la hutte, avec un couteau de cuisine à mon côté, j'ai attendu l'aube. Le bruit continuait, le bruit de quelque chose qui tournait autour de la cabane, parfois plus près, parfois plus loin. Mais il ne s'est jamais approché assez près pour que je puisse le revoir. Je savais que j'étais piégé. Pas d'électricité, pas de communication avec le monde extérieur. Si j'essayais de partir, je serais complètement vulnérable. Le lendemain matin, j'ai trouvé des empreintes de pas dans la neige. Des empreintes humaines, mais elles n'étaient pas les miennes. Ils firent le tour de la hutte, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était promené toute la nuit, observant, attendant. Les empreintes de pas ont disparu au début de la forêt, mais les traces de l'animal inconnu étaient partout. Ce n'étaient pas des empreintes de loup, d'ours ou d'autres animaux que je pouvais reconnaître. Leur forme était presque méconnaissable, un mélange d'humanoïde et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. J'avais besoin de sortir de là. La cabine n'était plus sécurisée. J'ai abandonné mon ordinateur portable, attrapé mon sac à dos et ma radio, et j'ai commencé à marcher vers la voiture, qui se trouvait à environ 1 kilomètre de là. Le sentier m'a semblé plus long qu'à mon arrivée, comme si le temps se déformait autour de moi. Alors que je m'éloignais de la hutte, le bruit des pas derrière moi est devenu impossible à ignorer. Il était suivi, il n'a pas couru, mais le son a continué avec la même traînée lente. Pendant un instant, j'ai pensé à me retourner et à affronter quoi que ce soit, mais la peur qui m'envahissait était insupportable. J'ai continué à marcher, presque à courir maintenant, trébuchant sur les racines et la neige. Quand j'ai finalement atteint la voiture, j'étais épuisé. Je suis entré et j'ai verrouillé les portes, regardant le sentier d'où je venais. Le bruit s'était arrêté. Je suis retourné à la ville la plus proche sans regarder en arrière. Quand je suis arrivé, mon esprit était dans le chaos. La terreur vibrait encore en moi, et même en sécurité, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose m'avait suivi. La ville semblait être un sanctuaire improbable, mais je savais que si je n'étais pas parti à temps, je ne serais peut-être jamais revenu.
Quand j'ai finalement eu un signal cellulaire, j'ai appelé le client et j'ai inventé une excuse. Je n'étais plus en mesure de poursuivre le projet. Je ne chercherai plus jamais à m'isoler. Ce qui me poursuivait dans cette forêt reste inconnu, mais je sais que c'était réel. Une partie de moi est toujours là, piégée dans cette cabine, écoutant les sons qui résonnent dans la nuit, sachant que même maintenant, je suis toujours observé.